Bon, Gérald Brassine, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous interviewer. Vous êtes très rare sur Internet et c'est d'autant plus dommage que vous êtes un des pionniers de l'hypnose ericksonienne en Belgique et de la thérapie brève. Je crois que c'est vous qui avez même formé les grands noms qu'on trouve en Belgique comme Thierry Melchior et Dutrelugnes. Et est-ce que pouvez commencer par nous décrire votre parcours, comment vous en êtes arrivé à découvrir l'hypnose? À la recherche de l'efficacité, je dirais. Ça a toujours été une idée très importante, ne pas avoir peur du mot efficacité en psychothérapie. Donc, il y a déjà bien longtemps de ça, j'avais commencé avec tout ce qui était les formations classiques à l'époque, la psychanalyse. J'étais à deux droits de devenir psychanalyste, puis après j'ai fait de la bioénergie, puis j'ai fait de l'approche systémique. Et j'ai bien entendu rencontré les écrits de l'école de Palo Alto. Et en 78, alors que j'étais allé aux États-Unis faire une formation avec l'ON, je suis passé en Californie, j'ai été invité par les trois vieux, Wickland, Watzlawick et Fish, dont j'avais déjà lu leur bouquin, à passer une journée là-bas. Et donc effectivement, ce que j'ai rencontré à peu près à cette époque-là, c'est le livre Un thérapeute hors du commun, auquel Watzlawick faisait pas mal de références. Et en lisant ça, j'étais tout à fait... J'ai eu le souffle coupé de voir la grande liberté de ce bonhomme qui était Erickson, que je ne connaissais pas encore là, jusque-là, qui faisait des thérapies brèves avec et sans hypnose. Et comme à l'époque, il était très clair que Freud et Lacan ont agi un peu comme des papes, qui à l'époque ont littéralement, purement et simplement mis à l'index l'hypnose, l'ont interdit. J'étais dans cette idée-là aussi, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas utile, on fait des suggestions et ça ne marche pas, c'est même peut-être dangereux, d'après ce qu'ils prétendaient. Et donc en 82, je pense, après avoir lu ce thérapeute hors du commun, après avoir visité Palo Alto, après être passé devant chez Erickson alors que je pensais qu'il était mort, j'aurais pu le rencontrer au moins pendant 2 ans. Je suis allé suivre une formation de quelques jours avec Jeffrey Zach, le patron de la fondation. Et voilà. Et j'ai fait un truc qui était tout simple, c'est que je pense que une bonne manière de se former, c'est de pratiquer soi-même en tant que patient. Et dans ce groupe de formation, j'ai eu l'occasion de me présenter comme patient et avec une demi-douzaine d'Allemands qui parlaient dans un anglais assez approximatif, ils m'ont déversé un certain nombre de métaphores et de propositions sur la direction de Jeffrey Zach. Et j'ai résolu un problème avec lequel je traînais en psychanalyse depuis 2-3 ans. Pouf, il s'est évanoui comme ça. Et là, j'ai complètement été séduit, puis j'ai voulu en apprendre plus. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, je crois que vous avez aussi un point commun avec Dominique Méglé, qui est président de l'Institut Erickson Méditerranée en France, à Marseille, je pense. Il fait aussi, comme vous, une différence fondamentale entre l'hypnose ericksonienne qui est enseignée par les grands spécialistes américains et qui font souvent un business assez lucratif, on peut dire, de cette pratique, et l'hypnose pratiquée par Erickson lui-même. Tout à fait. Alors, l'hypnose notamment qui est décrite dans le livre Le thérapeute hors du commun. Quelle est cette différence qui vous paraît fondamentale? Alors, ce que Méglé souligne très fort, à très juste titre, c'est que nous avons un grand maître qui est connu pour le réinventeur d'une hypnose moderne et un bonhomme qui était le maître de l'hypnose profonde. Et dans toutes les formations que j'ai eues, que ce soit à Tübingen en Allemagne, que je faisais allusion à l'instant, ou aux États-Unis, avec un grand nombre d'Ericksoniens de l'endroit, je n'ai quasiment jamais vu personne être capable de faire ce qu'Erickson avait l'air de faire de manière très habituelle, que Dominique Méglé a bien développé, profitant de son statut de militaire et d'avoir des sujets avec lesquels il pouvait faire de l'hypnose profonde juste pour l'intérêt de celle-ci. J'entends par là sans objectif clinique. Pour ma part, j'ai aussi une grande expérience de l'hypnose profonde, mais toujours accompagnée d'un objectif clinique. Et donc effectivement, ça c'est une des choses que l'on retrouve peu dans les formations ericksoniennes, c'est une formation sérieuse à l'usage des phénomènes de transe profonde. Et une autre chose qui est vraiment ce que j'appelle l'ericksonisme, c'est-à-dire la maladie de jeunesse des jeunes ericksoniens. Ces jeunes ericksoniens aujourd'hui ont 70 ans, et voire plus, et ils ont tous appris d'Erickson. On le voit très bien dans un livre qui s'appelle
Teaching Seminar with Milton Erickson, qui est bien traduit en français par Satas, on s'aperçoit qu'Erickson n'est plus du tout le jeune bonhomme dynamique qu'il était. Il a attrapé sa deuxième crise de polio, il est épuisé, il donne quelques heures de cours par jour et pas plus, et il donne des cours à des psychologues qu'il a très souvent en psychothérapie. Ce qui fait qu'il connaît des tas de choses d'eux que les autres personnes présentes ne connaissent pas. Et c'est à ça que j'attribue cette espèce de confusion étrange dans un usage intempestif de métaphores et de métaphores mystérieuses. Parce que je pense qu'effectivement, ces jeunes qui apprenaient de lui ne comprenaient pas pourquoi Erickson donnait une métaphore à quelqu'un, à cette personne-ci, je dirais. Et puis tout d'un coup, dans cette métaphore, il jette un coup d'œil vers vous ou vers une autre personne à côté de vous, juste pour signifier que cette partie de la métaphore vous concerne. Ce qui fait que ça paraît extrêmement mystérieux dans la mesure où Erickson sait très bien qu'il s'adresse à celui-ci sur base d'informations très claires qu'il a avant de cette personne. Et je pense que c'est de là que vient cette confusion très étrange dans le fait qu'on a un vieux malin hypnothérapeute qui se retrouve avec des patients qui sont quasiment tous dans une sorte de sommeil, qui sont passifs, qui ne travaillent pas. Si on regarde les enregistrements audio ou en Super 8 à l'époque d'Erickson, c'est très amusant, parce qu'on voit qu'effectivement c'est quelqu'un qui fait parler ses patients et qui a une hypnose conversationnelle dans laquelle le patient converse et lui converse, mais le patient est bel et bien dans un état hypnotique. Le mot hypnose conversationnelle dans cette maladie de jeunesse de l'éricksonisme, comme je le disais à l'instant, c'est l'idée que, par exemple, maintenant, je pourrais faire avec vous, ou prétendre de faire avec vous une hypnose conversationnelle. Pour moi, il n'en est rien, parce que je pourrais glisser quelques suggestions pour le confort de ceux qui vont m'écouter sur le net ou à vous. Et en fait, il y a eu un glissement de sens dans le terme conversation, que ce soit en anglais ou en français, où tout d'un coup, je pourrais prétendre faire de l'hypnose. Et vous me direz, oui, mais j'ai aucune sensation d'hypnose, je ne suis pas dans un état hypnotique. Et là, effectivement, c'est là que moi je m'inscris en faux avec ce qui se passe jusqu'ici, pour vraiment donner une formation aux jeunes cliniciens en hypnose qui apprennent à faire une hypnose dans laquelle le patient parle à tout instant, ce qui permet une guidance, si je peux dire, bien assurée, bien protégée, dans laquelle le thérapeute sait à tout instant où le patient en est et il peut lui demander et lui faire converser. Pendant des années, en 1984, j'ai lancé l'Institut Erickson de Belgique, il n'y en avait pas d'autres. Les Flamands avaient un institut d'hypnose classique. En francophonie, il n'y avait rien de tout ça. En France, il y en avait un, je crois que c'était celui de Paris. Au moment où on l'a ouvert au même moment. Et donc moi j'ai appris et j'ai enseigné pendant 18 ans, tout en essayant de donner mon bémol, j'ai enseigné une hypnose essentiellement passive, comme celle que j'ai apprise aux États-Unis. Et avec une grande exception qui a été ma rencontre avec une dame qui s'appelle Madame Kay Thompson, qui est malheureusement décédée il y a quelques années maintenant, et qui a été une amie d'Erickson pendant 30 ans. C'est la première personne qui m'a vraiment appris ce que c'était que l'hypnose qu'Erickson faisait. Parce que je me suis retrouvé en transe, debout, en train de parler, en me disant « mais ça y est, je n'ai même pas les yeux fermés, je sens mes phénomènes hypnotiques qui sont bien là, je suis dans un état modifié de conscience absolument évident et reconnaissable, et elle me parle et elle me fait parler, et donc ensemble on peut aller vers des objectifs très, très clairs. » Voilà en gros des points radicalement différent de ce que je pense se fait habituellement dans pas mal d'instituts ericksoniens en Europe. Et encore aux États-Unis, puisque comme je vous le disais à l'instant, je voyais un forward de Jeffrey Sachs sur un livre d'Erickson déjà ancien, mais le forward est très récent, la réédition est très récente, où il dit qu'effectivement il y a encore une très très grande majorité de psychothérapeutes qui ont appris l'hypnose, qui font une hypnose de zombie, avec un zombie, c'est-à-dire qui est fermé, qui est passif, qui sait à peine bouger, et comme dit Erickson, qui n'est pas entraîné, qui n'est pas invité à communiquer. Et effectivement, pour revenir à un tout petit mot sur l'hypnose profonde, c'est quand on a une personne qui a appris à bouger, à parler, à fumer une cigarette, à
à aller sortir de son fauteuil, aller à la toilette et revenir, et rester en hypnose, qu'on obtient vraiment ce qu'on appelle les hypnoses profondes. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre pratique courante? Sur quel domaine thérapeutique vous travaillez pour l'instant et depuis combien de temps? Alors, pour des raisons personnelles d'intérêt, j'ai toujours été fasciné par ce qu'on appelle les levées d'amnésie. Ça veut donc dire que j'ai très très vite été intéressé par tout ce qui est trauma, puisque dans bien des cas, l'inconscient nous protège en nous faisant oublier une partie importante de l'incident traumatique, de l'agression, du mauvais moment. Et donc, de manière obsessionnelle et avec l'aide de Kay Thompson qui m'avait un peu guidé, qui m'avait donné des idées, j'ai appris à faire parler le patient en transe, à faire parler son inconscient et à faire en sorte que certaines choses qui étaient amnésiées redeviennent conscientes. Parce qu'il s'agit bel et bien de la preuve par A plus B qu'il y a une vraie maladie. J'ai entendu des sots malheureusement très renommés pour leur travail dire que quand quelqu'un a amnésié quelque chose de très traumatique, il ne faut surtout pas y toucher. D'abord, la première question, c'est comment est-ce qu'on peut ne pas toucher à quelque chose qu'on ne connaît pas et prétendre en plus que ce serait dangereux. Ça m'apparaît un illogisme assez évident. Mais en plus, ce que je peux vous certifier, c'est que si quelque chose est amnésié, comme dit Erickson dans les Collected Papers, le numéro 1, c'est que c'est vraiment pour une très bonne raison. C'est-à-dire qu'il y a tellement de souffrance que notre inconscient nous aide, entre guillemets, de mille et une manières avec des phénomènes hypnotiques. Et un des phénomènes hypnotiques dont il va se servir pour nous protéger dans un bricolage de cette souffrance, ça va être l'oubli. Mais l'oubli, c'est l'oubli de la condition, c'est l'oubli de ce qui s'est passé. Ce n'est pas du tout l'oubli de la souffrance. La souffrance, elle est là. Et dans pas mal de cas, par exemple, on va coupler l'amnésie avec un autre phénomène hypnotique relativement mal connu, puisque je crois que je suis le premier à avoir dit que, effectivement, les phénomènes psychosomatiques sont typiquement des phénomènes hypnotiques. La psychosomatique, depuis le nombre d'années que je le dis, est bel et bien une protection que l'inconscient avec laquelle il va nous aider pour qu'une souffrance émotionnelle, une terreur, un abandon, une souffrance très puissante, en même temps que le souvenir qui l'a causé va être oublié, on va avoir alors la douleur émotionnelle, par exemple, qui va être traduite en une douleur physique. Et on va avoir des tas de maladies psychosomatiques avec lesquelles beaucoup de gens en parlent et ont relativement peu de résultats de traitement. Alors justement, vous avez créé il y a quelques années la PTR, donc la psychothérapie des traumas réassociatifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est en fait ce que vous expliquez maintenant. Tout à fait. La psychothérapie du trauma est une expression qui est presque regrettable dans la mesure où souvent on pense que la forme d'hypnose conversationnelle que j'emploie ne serait réservée qu'au trauma. J'ai choisi le trauma, comme je vous le disais, par intérêt et par le fait que ça cause des souffrances énormes aux gens qui les ont endurées. Et le vécu traumatique, pour toute personne qui utilise l'hypnose un peu sérieusement, il est évident et il est criant et il est vraiment bien dissocié par ces deux techniques dont je vous ai parlé, anesthésie, amnésie, dissociation, etc. etc. Et donc, j'ai développé cette manière de faire, étant donné que quand on travaille avec le trauma, je pense que c'est sans doute la catégorie de symptômes ou de syndrome, le syndrome qui demande le plus de doigté de la part de l'hypnothérapeute, qui demande le plus de respect du patient, qui demande le fait que, juste à l'opposé du MDR et d'autres techniques de ce genre-là, surtout on ne fasse pas une revivification ou reviviscence ou peu importe le terme qu'on emploie, dans lequel la personne va revivre le trauma, ce qui est une grosse maladresse, qui est beaucoup pratiquée avec le MDR. Et je pense que le MDR est un très bon outil, mais pour ce qu'on pourrait appeler des petits traumas. Dès qu'on a affaire à des choses plus importantes, quand le MDR est employé, je le connais bien pour l'avoir utilisé très longtemps et pour l'avoir sans doute introduit ici en Belgique, dès que le trauma est très important, les dissociations hypnotiques, lorsqu'on va utiliser le MDR qui n'est jamais rien d'autre que la vieille technique d'hypnose que Freud même employait il y a des années, elle vous plonge en hypnose avec un protocole très très maladroit
qui est de vous centrer sur la douleur et le moment le pire de l'expérience. Ce qui fait que ça passe ou ça casse. On a un état modifié de conscience qui est indispensable pour soigner un trauma, et c'est une bonne chose, mais le protocole est au lance-pierre. Le protocole est trop violent, et beaucoup de gens en souffrent, et comme je vous le disais tout à l'heure, vont alors être protégés par un renforcement de l'amnésie du souvenir. Il va y avoir une partie du souvenir qui revient, mais tout le reste, tout le plus important, tout le plus violent, va être amnésie un peu plus fort, et éventuellement développer angoisse, et surtout psychosomatique. Ça, c'est le danger qu'on encourt en utilisant le MDR sans le faire évoluer, sans bien l'avoir compris. Donc effectivement, j'ai développé cette manière très spécifique de faire parce qu'effectivement, avec l'hypnose, si vous n'êtes pas en contact avec votre patient, que vous ne le protégez pas, et on pourra y revenir sur comment est-ce qu'on protège un patient pour soigner son trauma, vous risquez tout à fait une accentuation des symptômes, comme je le disais à propos du MDR, et donc il y a une nécessité d'être en contact constant avec ce patient, pour être bien sûr qu'il ne glisse pas dedans. Comment vous faites ça? Comment vous le protégez aussi? Alors, la première chose à faire, c'est effectivement, comme disait très justement Kay Thompson, qui a travaillé 30 ans avec Erickson, c'est que l'hypnose est un état dans lequel on ne perd pas le contrôle. On apprend à maîtriser des choses qu'on ne maîtrise pas, de l'ordre du système nerveux autonome, précisément les douleurs psychosomatiques, les angoisses, anxiété et autres. L'immense avantage d'une hypnose dans laquelle le patient s'aperçoit vraiment bien que c'est son affaire, que c'est le phénomène que lui crée, pas rentrer dans les détails pratiques de comment on fait ça. Mais quand ce patient est en sécurité, qu'il a réglé le problème qu'on oublie très souvent de régler, qui est le problème de est-ce que oui ou non ce thérapeute, avec ses suggestions, si l'hypnose est créée par les suggestions, jusqu'à quel genre de suggestion va-t-il me pousser? Est-ce que comme dans M. le maudit, ce film des années 30, il peut me donner un revolver et me faire assassiner mon voisin? Ce problème doit être réglé d'abord et avant toute chose, et Erickson a souligné l'importance de cette chose-là très longtemps. Ensuite, Erickson et Kay Thompson, tous les deux l'ont vraiment bien souligné, une fois que la personne est en sécurité dans cet état modifié de conscience, et qu'elle ramène à elle des bons souvenirs, et qu'elle s'inonde de sentiments agréables et de sensations agréables. Il se peut d'ailleurs déjà très bien qu'elle soit venue avec des angoisses et des peurs avec laquelle elle vit tous les jours. Il se peut déjà qu'elle vienne avec une maladie psychosomatique, comme les ulcères, les colons irritables, les articulations de polyarthrite, etc. Dès qu'elle est dans ce bon souvenir, je vais lui montrer, souligner le fait qu'elle est en train déjà de se reprendre en main, de prendre le contrôle sur son système nerveux autonome précisément, et qu'elle parvient tout de suite à calmer l'anxiété, la peur, et que déjà dans cet apprentissage de la gestion de ses sensations et de ses émotions, en étant dans un souvenir agréable où toutes ces émotions et sensations agréables reviennent, presque comme par magie, qui très souvent la stupéfie déjà au premier rendez-vous ou au premier moment où on fait de l'hypnose, elle s'aperçoit qu'elle perd la peur. Elle s'aperçoit qu'elle peut avoir un impact direct sur la polyarthrite, sur l'asthme, sur l'acidité. Et là, effectivement, on ouvre un livre absolument merveilleux auquel je pense que seule l'hypnose permet d'ouvrir aussi rapidement et de parcourir aussi rapidement, c'est celui de la psychosomatique. Et ça, c'est pour moi une vraie merveille, puisque je vous disais, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité. L'efficacité de la douleur émotionnelle ou mentale se manifeste, bien entendu, par des sensations de terreur et des maladies psychosomatiques tout à fait virulentes, qui, grâce à la manière de le faire, comme on l'a dit brièvement tout à l'heure, c'est-à-dire de manière respectueuse, progressive, et en démontrant à chaque étape à quel point c'est le patient qui crée ce confort, on va alors pouvoir, parfois extrêmement rapidement, diminuer une maladie psychosomatique que les gens traînent parfois depuis 20 ou 30 ans. Justement, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient se former, je sais que vous faites il y a beaucoup de formations qui sont proposées et qui marchent très bien, se remplissent très vite. À qui s'adressent ces formations Alors, cette formation, d'abord, elle est très courte.
Pendant des années, en prenant le modèle américain, on donnait des formations de 15 séances par année, et ce sur 3 ans. Et la plupart des formations actuelles ont encore un certain nombre de jours comme ça, c'est assez lourd, c'est assez long. Aujourd'hui, en 8 séances, les thérapeutes débutants, qu'ils soient jeunes ou thérapeutes chevronnés qui apprennent l'hypnose, sortent de là après les 4 premiers jours tout à fait capables de faire une hypnose et déjà s'en servir. Et dans les 4 séances qui suivent, ils vont vraiment apprendre les techniques de haut vol pour venir en aide à la grande majorité des situations qu'ils vont rencontrer. Et j'insiste encore, qui ne sont pas nécessairement que traumatiques ou d'origine traumatique. On peut faire avec cette manière de travailler à peu près tout ce qu'on peut faire comme problème de santé mentale en général. Ah, Et donc, votre question c'était... donc à qui s'adressent les formations Alors, et quel est l'objectif pédagogique? C'est donc maîtriser c'est vraiment de former des cliniciens qui soient capables de travailler avec des cas qu'on appelle lourds, les abus sexuels qui ont duré 2, 3, 4, 5, 10 ans, c'est des choses qu'ils doivent pouvoir faire en un certain nombre de séances tout à fait limitées. Ça dépasse très rarement 10 séances. L'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent effectivement, s'ils sont capables de faire les plus gros cas, qui sont capables de les détecter, capables de rassurer le patient, de faire la démonstration dont on vient de parler sur l'hypnose et son usage rassurant. Ils vont pouvoir travailler avec la plupart des gros problèmes. Et donc c'est vraiment une formation pour cliniciens, qu'ils soient médecins, spécialistes ou non, psychothérapeutes de tout poil, qu'ils soient psychologues, assistants sociaux, infirmiers, et même coach, dans une certaine mesure. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup Gérald Brassine, c'est un vrai plaisir de vous entendre. Vous êtes assez rare sur Internet, comme je le disais. Et merci pour ce partage. Merci à vous.